C'est l'un des joyaux du Monténégro. Aux confins des Balkans, dans le massif du Durmitor, voici le canyon de la Tara. Encore peu connu, il attire chaque année plus de visiteurs en quête de nature et d'authenticité. Et depuis peu, de plus en plus de Français, comme ce groupe de l'Est et du Nord de la France, surpris par ce que le Monténégro a à offrir. C'est un bon endroit pour les photos ici. Ah oui, c'est un peu périlleux, mais... Alors? Ah, c'est beau. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant la hauteur. On a quand même une sensation de vide. Franchement, c'est fou. J'ai fait le Costa Rica, j'ai fait Bali, Cuba. Mais là, honnêtement, ça dépasse tout. Ces sentiers de montagne, Alexandar les connaît par cœur. Restez sur le chemin, s'il vous plaît. Cela fait 26 ans qu'il les parcourt. Et ce matin-là, il guide des clients italiens au sommet du Curevac, à 1600 mètres d'altitude. C'est le canyon le plus profond d'Europe et le deuxième le plus profond du monde après le Grand Canyon. À chaque fois, c'est la même émotion. J'ai l'impression que c'est comme la première fois. Et qu'est-ce que vous ressentez? Un vrai sentiment de liberté. Avec 48 sommets de plus de 2000 mètres, le massif du Durmitor est un Eldorado pour aventuriers et sportifs, été comme hiver. Et le parc, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, une réserve de faune et de flore. C'est ici qu'Alexandar et ses associés ont décidé de construire un écolodge il y a 15 ans. Des chalets qu'ils ont montés eux-mêmes avec du bois des forêts alentours et où ils accueillent des touristes toute l'année. Bonjour. Bonjour. Enchanté, je suis Alexandar. Bonjour. Je suis Reinhard. Enchanté. Vous avez trouvé facilement? Oui, oui. Vous venez d'Allemagne, hein? Bienvenue. Très joli. Il est vraiment beau. C'est fait avec des troncs d'arbres entiers, sciés à la main. C'est vraiment cool. Ouais, tout est en bois. Tellement imaginatif. Si beau. Si différent de la maison. Ok, super. À plus tard. Alexandar peut accueillir jusqu'à 46 personnes dans les 5 chalets, pour une nuitée allant d'une cinquantaine à 150 € selon la période. Et si beaucoup de visiteurs passent encore par des plateformes de réservation, son objectif à terme est de favoriser les séjours de plusieurs nuits. C'est exactement le but. Accueillir des gens qui viennent ici pour la nature. Des gens qui savent la respecter et ne pas l'abîmer. Mais aussi pour l'environnement naturel, les activités et enfin pour l'hébergement. Des gens qui reconnaissent la qualité de ce lieu, reviennent et recommandent ce type de vacances. Car la promesse du Monténégro, c'est l'authenticité et le tourisme raisonné. C'est un vin du Monténégro? Absolument. C'est vraiment très très bon. C'est maman qui cuisine. Dites-lui bravo. On nous avait dit avant de venir, attention c'est super le Monténégro, mais on mange pas très bien. Et là, on trouve que c'est pas vrai. On la mange extrêmement bien. Et c'est justement pas très connu. Ouais. Et c'est pas très touristique, je pense. Pas très cher. Très facile d'organisation. Enfin, rien de compliqué. Tous les jours, on a l'impression de faire un voyage différent. Ce matin, on se baignait dans un lac. La veille, on se baignait dans la mer. Là, aujourd'hui, on est dans la montagne. Enfin, c'est vraiment hyper varié comme voyage. Car il n'y a pas que le patrimoine naturel qui soit exceptionnel au Monténégro. Sur la côte adriatique, la baie de Kotor est un écrin de culture entre mer et montagne. Cette ville, fondée sous l'Empire romain, fut longtemps sous l'influence de la République vénitienne. Elle offre aux visiteurs un condensé d'histoire monténégrine et européenne. À ces périodes, au XVIe siècle, avec la République de Venise,
Il y avait beaucoup d'économies, de commerce, de navigation, de magasins. Et il y a eu de plus en plus de gens de ces montagnes qui se sont installés ici à Kotor pour travailler. Ah oui, ils étaient assez riches pour ces périodes. Le tourisme s'y est fortement développé depuis 15 ans, à tel point qu'il a permis de sauvegarder le patrimoine du pays. Anna Tcheranitz est directrice adjointe du Grand Perast Hotel, un établissement 5 étoiles dont l'ouverture a permis de redonner vie à tout un quartier historique. C'est un hôtel qui est protégé par UNESCO. On a 3 parties de l'hôtel. Donc la partie principale, c'est le palais Smekya, qui a été construit en 1764. Juste devant la réception, vous avez donc le blason de la famille Smekya. C'était en fait une famille de navigateurs, on va dire. C'était une des familles les plus nobles de Perast. Avec des chambres allant de 500 à 1300 € la nuit, l'hôtel symbolise ce qu'aimerait devenir le pays. Une destination haut de gamme. Les top 3 marchés, ce serait donc évidemment le marché anglais, les États-Unis et la France. C'est, on va dire, les clients qui aiment bien de venir ici et les clients qui peuvent se permettre, on va dire, de venir ici. Le Grand Perast appartient à un homme d'affaires monténégrin. Mais avec un chantier de restauration supérieur à 10 millions d'euros, le projet n'aurait pu se faire sans l'apport d'investisseurs étrangers. Le Monténégro, c'est un petit pays. Du coup, évidemment, on n'a pas les mêmes moyens comme d'autres pays. Tous les hôtels 5 étoiles, on va dire que la plupart, c'était quand même des investissements étrangers, mais qui, évidemment, permettent aux Monténégrins de travailler dans le tourisme, de vraiment conserver ce qui nous appartient, on va dire, et vraiment le montrer au monde entier. Depuis plusieurs années, le Monténégro accueille entre 1,5 million et 2 millions de touristes chaque année. C'est presque 3 fois plus que sa population et le secteur représente déjà un quart du PIB du pays. Mais ce miracle touristique commence à pénaliser certains sites. Chaque jour, des bateaux de croisière déversent dans la vieille ville de Kotor des milliers de passagers. Et certains professionnels du tourisme commencent à s'inquiéter. Vous voyez là ces petits poissons? Ici, c'est un mélange entre l'eau de mer et l'eau douce. Et le soir, on voit des milliers de ces poissons. Parce que la baie, avec tous ces bateaux, cette pollution, les poissons, ils viennent ici pour respirer l'air pur de la montagne. Slavenko Soutsour possède une agence touristique, une auberge de jeunesse et un restaurant à la mode. Cela fait 15 ans qu'il a investi et vit du tourisme à Kotor. Mais depuis peu, il s'inquiète pour son avenir. Vous savez, les fumées rejetées par un bateau comme celui-ci représentent l'équivalent de 15 000 voitures. Et parfois, il y en a 5 ou 6 par jour. Alors ça pollue à la fois l'air et l'eau. Et là, vous avez des vagues de personnes qui se déversent dans la vieille ville. 15 000 par jour, juste avec ces bateaux. C'est un nombre fou pour cette petite ville. Alors ils viennent, ils se baladent un peu, ils boivent un café, ils achètent un souvenir et voilà. Alors que les touristes qui viennent vraiment profiter de Kotor, ils ne peuvent plus vraiment en profiter. De mon point de vue, ces bons touristes qui viennent plusieurs jours commencent à éviter Kotor. À 1 heure de route plus au sud, les conséquences du succès touristique du Monténégro sont encore plus visibles. Autour de la citadelle de Budva, les immeubles modernes se multiplient et colonisent peu à peu les coteaux alentours. Rade Ratkovic est doyen de la faculté de commerce et de tourisme de Budva qui fait référence dans le pays. Pour lui, c'est tout l'avenir du secteur qui est menacé par les promoteurs. C'est terrible, terrible ces immeubles. Que des résidences secondaires.
À Budva, près de 80% des lits sont des résidences secondaires, ce qui détruit le tourisme et fait de nous une destination immobilière plutôt qu'une destination touristique. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec la tradition de Budva. C'est un déni de la tradition de la Budva méditerranéenne. Il n'a jamais été prévu de construire à cet endroit là-bas. Des investisseurs sont venus et, avec des partenaires locaux, ils ont commencé à construire sur la colline, comme vous pouvez le voir. Ils ont détruit des centaines d'oliviers et de cyprès méditerranéens. Nous devons élaborer une stratégie pour nous protéger du tourisme de masse aggravé par le grand nombre d'appartements saisonniers. En matière de tourisme, notre plus grand problème, c'est l'absence d'une bonne gestion des destinations. Cela devrait être assuré par l'État en coopération avec le secteur privé. Le Monténégro manque toujours d'infrastructures autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires. Et le tourisme est stratégique pour l'intégration du pays dans l'Union européenne. À Podgorica, la capitale, le nouveau Premier ministre Milojko Spajić le sait, lutter contre le blanchiment et la corruption dans l'immobilier, protéger l'environnement et réguler le secteur seront déterminants pour l'avenir de son pays. Vous pointez à juste titre l'architecture, le problème de la surconstruction. C'est un gros problème, surtout à Budva par exemple. C'est quelque chose que nous avons hérité du passé. Nous allons essayer de faire tout ce que nous pouvons en matière d'aménagement du territoire et de zonage. Et pour ce qui concerne le blanchiment d'argent, je pense que nous sommes à peu près prêts. En décembre de l'année dernière, au cours du premier mois du gouvernement, nous avons adopté la loi la plus stricte d'Europe sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Grâce à cette loi, il est désormais impossible d'investir plus de 10 000 € au Monténégro sans se heurter à des obstacles extrêmement difficiles à surmonter. Si les gens visitent notre pays, ils vont se rendre compte que le Monténégro est un partenaire sérieux et amical. On croit ce qu'on voit, donc les gens doivent venir visiter notre pays pour s'en rendre compte par eux-mêmes. Plus que le nombre de visiteurs, c'est désormais sur la qualité et la maîtrise de ses infrastructures touristiques que le Monténégro doit miser s'il veut conserver son surnom de perle des Balkans.